Certains tueurs en série ont choqué le monde non seulement par leurs crimes, mais aussi par la façon dont ils les ont documentés. De Robert Rhodes, qui prenait des photos de ses victimes juste avant de les tuer, à Ed Gein, qui fabriquait un costume avec de la peau humaine, leurs actes sont profondément troublants. Ces tueurs conservaient des documents tels que des photographies, des vidéos et même des objets horribles, donnant un aperçu obsédant de leur esprit tordu. Israel Keyes. Cette photo apparemment inoffensive et légèrement étrange a laissé de nombreuses personnes sans sommeil. Sous son apparence simple se cache une histoire profondément troublante. Israel Keyes, ancien fantassin de l'armée, a servi son pays avec fierté à Fort Hood et en Égypte. Après avoir quitté l'armée, il a créé une entreprise de construction en Alaska et est devenu père de famille. Cependant, sous cette façade d'une vie américaine typique, Keyes cachait un secret effrayant. Il a violé et assassiné au moins 3 personnes et commis de nombreux autres crimes à travers les États-Unis entre la fin des années 1990 et février 2012. Selon le FBI, son véritable bilan s'élève à 11 victimes. L'une de ces victimes était Samantha Koenig. Il l'a enlevée sur son lieu de travail le 1er février 2012, l'a agressée sexuellement et l'a tuée le lendemain. Ce qui rend la photo de Koenig si effrayante, c'est qu'elle était déjà morte lorsqu'elle a été prise. Keyes a maquillé le visage du cadavre, lui a cousu les yeux avec du fil de pêche et a pris une photo d'un numéro de 4 jours du journal à côté du corps. La photo a été prise pour convaincre la famille de Koenig qu'elle était toujours en vie. Il a demandé une rançon de 30 000 $ et en a obtenu une partie le jour même. Il a ensuite démembré le corps de Koenig et s'en est débarrassé dans le lac Matanuska. Keyes a été arrêté le matin du 13 mars 2012 et la police a trouvé la carte bancaire et le téléphone portable de Koenig dans sa voiture. Lors de sa détention au centre correctionnel d'Anchorage, Keyes a réussi à dissimuler une lame de rasoir dans sa cellule. Il s'est suicidé le 2 décembre 2012 en se coupant les poignets et en tentant de s'étrangler. Dans un autre cas effrayant, les enquêteurs ont été tellement perturbés par une cassette vidéo laissée par un autre prédateur qu'ils ont eu besoin d'une assistance psychologique pour faire face à ce qu'ils avaient revu. Maury Travis. De mars 2001 à mai 2002, les restes de 12 prostituées ont été découverts le long des routes de Saint-Louis, dans le Missouri. Le St. Louis Post-Dispatch a publié le profil de l'une de ses victimes, ce qui a conduit à l'envoi d'une lettre anonyme accompagnée d'une carte générée par ordinateur. Les autorités ont identifié la carte comme provenant d'Expedia.com, et une enquête plus poussée a permis de la relier à Maury Travis, ce qui a conduit à son arrestation. Lors de la perquisition au domicile de Travis, les enquêteurs ont trouvé une chambre de torture, divers instruments de torture, un pistolet paralysant, des coupures de presse, détaillant certains de ses délits et des vidéos montrant Travis en train de tuer ou de torturer ses victimes. La police a également trouvé une cassette vidéo intitulée Your Wedding Day. Though the initial part of the videotape had scenes of Travis smoking crack and having intercourse with prostitutes, the latter part of the tape showed him forcing women into bizarre games and rituals. Mais la scène la plus effrayante est celle où il étrangle une femme devant la caméra. Les enquêteurs qui ont visionné la cassette ont été mentalement perturbés par ce qu'ils avaient vu et ont dû suivre plusieurs séances de conseils psychologiques par la suite. Avant de pouvoir être jugé pour ses crimes, Travis s'est pendu le 10 juin 2002 dans sa cellule de prison. On pense qu'il a assassiné jusqu'à 20 femmes. Le suivant est un autre tueur en série dont le mode opératoire odieux consistait à prendre des photos de ses victimes quelques instants avant de les assassiner. Robert Rhodes. Il s'agit de la dernière photo de Regina Walters. Et voici à quoi elle ressemblait avant que le tueur en série ne lui coupe les cheveux et ne la retienne prisonnière. La personne qui a pris cette photo est Robert Benjamin Rhodes. Également connu sous le nom de Truck Stop Killer, Rhodes est soupçonné d'avoir torturé, violé et tué plus de 50 femmes entre 1975 et 1990. Rhodes a été arrêté le 1er avril 1990 lorsqu'un policier de la division de la patrouille routière de l'Arizona a repéré un semi-remorque sur le bas-côté de l'autoroute. Le policier voulait demander si le conducteur avait besoin d'aide, mais ce qu'il a trouvé était tout droit sorti d'un film d'horreur. À l'intérieur de la remorque se trouvait une jeune femme nue, enchaînée, avec un bâillon sur la bouche. Elle était terrifiée et couverte d'ecchymose. Le policier l'a arrêtée sur le champ. Plus tard, Rhodes a été reconnu coupable du meurtre de Walters en 1994 et a été condamné à la prison à vie dans une prison de l'Illinois. Pendant de nombreuses années, ce fut la seule condamnation prononcée à son encontre. Une fois incarcéré, il a commencé à admettre qu'il avait commis d'autres meurtres au cours de ses nombreuses années de voyage. Il purge actuellement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle au Menard Correctional Center, un établissement à sécurité maximale situé à Chester, dans l'Illinois. Dans un autre cas, vous trouverez des amis tueurs en série qui avaient l'habitude d'enregistrer les souffrances de leurs victimes. Lawrence Bittaker et Roy Norris.
Connus sous le nom de Toolbox Killers, Lawrence Bittaker et Roy Norris sont des tueurs en série notoires qui ont terrorisé le sud de la Californie en 1979. Ils ont gagné leur sinistre surnom parce qu'ils utilisaient des outils comme des pinces et des tournevis pour torturer leurs victimes. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en prison et se sont rapprochés en raison de leurs tendances violentes. Après leur libération, ils ont élaboré un plan pour enlever et tuer des jeunes femmes. Avant le début de leur folie meurtrière, qui a duré 5 mois, les deux hommes ont commencé à conduire la camionnette GMC Vendura le long de la Pacific Coast Highway, en prenant des autostoppeuses. De février à juin 1979, Bittaker et Norris ont pris plus de 20 femmes en autostop. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas agressé les filles, car il s'agissait pour eux de s'entraîner, et ils voulaient s'améliorer pour attirer les filles dans la camionnette de leur plein gré. Une fois qu'ils ont connu les endroits isolés et l'astuce pour attirer les filles, ils ont pris une jeune fille de 16 ans, Lucinda Lynn Schaeffer, le 24 juin 1979. Les deux hommes ont violé Schaeffer avant de la tuer. Tous deux ont été arrêtés le 20 novembre 1979, après que Norris eut révélé les détails macabres de leur crime à une ancienne connaissance de la prison, qui a ensuite alerté les autorités. Dans un premier temps, les deux hommes ont été arrêtés pour trafic de marijuana. Cependant, une perquisition dans l'appartement de Bittaker a permis de découvrir plusieurs photos Polaroid de deux de leurs victimes. Une enquête plus poussée dans la camionnette de Bittaker a révélé d'autres preuves à charge. Les enquêteurs ont trouvé un enregistrement audio troublant d'une jeune femme en train d'être torturée. La femme criait et implorait la pitié à plusieurs reprises pendant qu'elle était torturée et abusée sexuellement. Le 24 mars 1981, Bittaker a été condamné à mort pour 5 meurtres, mais il est finalement décédé de cause naturelle en décembre 2019. Norris, quant à lui, est décédé de cause naturelle au California Medical Facility en février 2020. Le suivant est un individu considéré comme l'un des tueurs en série les plus brutaux de l'histoire des États-Unis. Robert Berdella. Connu sous le nom de Boucher de Kansas City, Robert Berdella était un tueur en série actif dans les années 90. Il est responsable de l'enlèvement, du viol, de la torture et du meurtre d'au moins 6 jeunes hommes, après avoir forcé ses victimes à vivre des souffrances inimaginables pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 semaines de captivité. Lors de chacun de ses meurtres dans sa maison de Kansas City, dans le Missouri, Berdella a méticuleusement documenté les souffrances de ses victimes en prenant des notes détaillées et des photographies de leurs tortures et de leurs viols. L'une de ses victimes a eu la chance de survivre lorsqu'elle a sauté d'une fenêtre du 2e étage en ne portant qu'un collier de chien autour du cou. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert une horreur choquante. La police a trouvé un crâne humain ainsi que des vertèbres humaines dans l'un des placards. Dans l'arrière-cour, ils ont découvert une autre tête humaine enterrée dans le sol, en partie décomposée. Au sous-sol, ils ont trouvé de grands tonneaux tachés de sang ainsi que les effets personnels de 2 personnes disparues et une pile de photos Polaroid montrant des hommes nus en train d'être agressés sexuellement et torturés. Après avoir recueilli des preuves à son domicile et interrogé le suspect, Robert Berdella a été rapidement arrêté et accusé des meurtres de 6 hommes. Berdella a conclu un accord en plaidant coupable et en fournissant tous les détails des horribles meurtres en échange d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, évitant ainsi la peine de mort. Il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il purgeait sa peine au pénitencier de l'État du Missouri, le 8 octobre 1992, à l'âge de 43 ans. Je vous expliquerai ensuite comment ce tueur en série était également photographe et a pris des photos de ses victimes, dont certaines n'ont toujours pas été identifiées. Richard Ramirez. Au milieu des années 1980, une vague de terreur a déferlé sur Los Angeles à la suite d'une série de crimes brutaux, tous liés à un homme appelé Ricardo Leiva Muñoz Ramirez. Connu sous le nom de Night Stalker, Ramirez commettait des attaques imprévisibles la nuit et s'en prenait à des personnes d'âge et de milieux différents. Ses méthodes étaient violentes et variées, sans schéma précis, ce qui a tenu la ville en haleine et les autorités perplexes pendant des mois. D'avril 1984 à août 1985, Ramirez a assassiné au moins 14 personnes au cours de divers cambriolages. La police a finalement eu une chance dans cette affaire lorsque Ramirez a laissé une empreinte de chaussure sur l'une des scènes de crime, une sorte de chaussure rare vendue en nombre limité. Cet indice, ainsi que les descriptions des témoins et un portrait robot, ont permis d'identifier Ramirez. Son nom et sa photographie ont été rendus publics et peu après, il a été reconnu par un groupe de personnes à East Los Angeles. Il a été poursuivi et capturé par une foule qui l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Lors de son arrestation, les inspecteurs ont découvert plusieurs photos qu'il avait prises de ses victimes et des scènes de crime, qui ont ensuite servi de preuve cruciale contre lui au tribunal.
Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour meurtre et d'autres crimes graves. Son procès est devenu l'un des plus médiatisés de l'histoire des États-Unis et a abouti à une condamnation à mort. Il a passé le reste de sa vie en prison, où il est mort de cause naturelle en 2013. À venir, l'histoire glaçante d'un tueur en série dont les crimes ont été si tristement célèbres qu'ils ont inspiré une série populaire sur Netflix. Jeffrey Dahmer. En 1991, la police de Milwaukee a fait une découverte choquante en pénétrant dans un appartement qui sentait la décomposition. L'appartement appartenait à Jeffrey Dahmer. L'homme qui s'y trouvait avait attiré sa dernière victime chez lui, mais celle-ci avait réussi à s'enfuir et a alerté 2 policiers. En fouillant l'appartement, les policiers ont trouvé un tiroir rempli de photos Polaroid, documentant des scènes horribles qui révélaient l'étendue de ses crimes. Ces photographies le montrent posant avec les corps de ses victimes, capturant des instants qui servent d'archives macabres de ses actions. La police a également trouvé un bidon de 57 gallons d'acide dans la chambre de Jeffrey Dahmer. Il utilisait souvent ce bidon pour désintégrer ses victimes. La preuve étant indéniable, il est arrêté sur le champ. Au cours de l'interrogatoire, il a avoué une série de meurtres non élucidés depuis des années, tout en expliquant le contenu troublant des photos. Au total, il a tué et démembré 17 hommes entre 1978 et 1991. Dahmer a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour meurtre et condamné à la prison à vie. Le 28 novembre 1994, Dahmer a été battu à mort par Christopher Scarver, un codétenu de la Columbia Correctional Institution à Portage, dans le Wisconsin. Le suivant est un tueur en série dont les crimes ont été découverts grâce à des centaines de photographies qu'il avait prises de ses jeunes victimes. Javed Iqbal. Une chasse à l'homme a été lancée à Lahore, au Pakistan, après que la police a découvert une lettre avouant le meurtre de 100 enfants. La lettre contenait des détails choquants, notamment sur la façon dont l'homme avait attiré ses jeunes victimes dans la rue, en leur offrant souvent de la nourriture ou un abri. Un mois après la chasse à l'homme, Javed Iqbal s'est rendu au bureau du Journal national le 30 décembre 1999. Il a ensuite été arrêté. Il a déclaré qu'il s'était rendu au journal parce qu'il craignait pour sa vie et que la police ne le tue. 3 de ses complices, qui vivèrent chez lui, ont également été arrêtés. Iqbal a été condamné à mort. Le juge a prononcé la sentence en disant « Vous serez étranglé à mort devant les parents dont vous avez tué les enfants. Votre corps sera ensuite découpé en 100 morceaux et mis dans de l'acide, de la même manière que vous avez tué les enfants. » Cependant, cette peine n'a jamais été exécutée car elle n'était pas autorisée par la Commission des droits de l'homme. Néanmoins, Iqbal et son complice ont été retrouvés morts dans leurs cellules respectives. Il a été officiellement établi qu'ils s'étaient pendus avec des draps de lit. Les autopsies ont révélé qu'ils avaient été battus avant leur mort. Le suivant est un tueur en série qui s'est fait connaître sous le nom de clown tueur. John Wayne Gacy. À la fin des années 1970, une série de disparitions à Chicago a conduit les autorités à un homme apparemment ordinaire vivant dans un quartier de banlieue. Au cours de leur enquête, les policiers ont découvert des preuves de l'existence d'un phénomène bien plus sinistre. Le suspect était John Wayne Gacy, un entrepreneur local et un bénévole de la communauté, qui s'est avéré plus tard être l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Lorsque la police a perquisitionné le domicile de Gacy, elle a trouvé un ensemble de preuves troublantes, un registre détaillé de ses crimes, comprenant des photographies des scènes de crime et des corps de ses victimes. Gacy avait méticuleusement documenté ses actes, gardant une trace de chaque jeune homme qu'il attirait dans sa maison. En creusant davantage autour de sa propriété, on a découvert plusieurs corps enterrés dans un vide sanitaire sous sa maison. Par ailleurs, Gacy aimait se déguiser en Pogo le clown et organisait des soirées déguisées qui donnèrent la chair de poule. Soumis à un interrogatoire poussé, Gacy a fini par avouer avoir tué 33 jeunes hommes et garçons. Accusé de meurtres multiples, il a été condamné à mort en 1980. Il est resté dans le couloir de la mort pendant 14 ans, jusqu'à son exécution par injection létale en 1994. Tandis que les crimes de Gacy choquèrent la nation, 2 autres tueurs en série étaient discrètement à l'œuvre en Californie, utilisant une méthode différente, mais tout aussi effrayante. Leonard Thomas Lake. Survivaliste et tueur en série, Leonard Thomas Lake était actif au milieu des années 90. Lake et son complice, Charles Eng, ont violé et assassiné entre 11 et 25 victimes dans une cabane isolée près de Wilseyville, en Californie, à 150 miles à l'est de San Francisco. Ils ont tué méthodiquement et n'ont jamais éveillé de soupçons. Mais une erreur a conduit à leur capture. Le 2 juin 1985, Charles Eng a été surpris en train de voler un étau dans une quincaillerie. Il est sorti en courant et Leonard Lake a tenté de le payer. À ce moment-là, la police avait déjà été appelée. À leur arrivée, les policiers ont remarqué que Lake ne correspondait pas à la photo de son permis de conduire, qui appartenait à une personne disparue, Robin Scott Stapley.
La fouille de la voiture de Lake a permis de découvrir un pistolet muni d'un silencieux, ce qui a conduit à son arrestation. Au poste de police, Lake craint que les enquêteurs ne découvrent les meurtres. Il a donc avalé des pilules de cyanure cachées dans ses vêtements et est mort 4 jours plus tard. Les indices trouvés dans la voiture de Lake ont conduit les enquêteurs à une propriété de Wilseyville, où ils ont découvert des cassettes vidéo contenant des scènes de torture, de viol et de meurtres qui donnaient la chair de poule. Les découvertes macabres ont confirmé les meurtres d'au moins 11 personnes. En février 1999, Ngé a été reconnu coupable de 11 des 12 meurtres, dont 6 hommes, 3 femmes et 2 enfants en bas âge. Le jury n'a pu parvenir à un verdict sur le 12e chef d'accusation, le meurtre de Paul Costner, mais Ngé a été condamné à mort. En 2024, il est toujours incarcéré à l'établissement médical de Californie. Vient ensuite le tueur au coffre à jouets qui a enlevé, violé et torturé de nombreuses femmes dans sa chambre de torture artisanale. David Parker Ray. David Parker Ray a enlevé, agressé sexuellement et torturé un nombre indéterminé de femmes pendant plusieurs décennies à son domicile d'Elephant Butte, au Nouveau-Mexique. À l'intérieur de sa caravane, il a créé une installation cauchemardesque remplie de dispositifs tels que des fouets, des chaînes, des outils chirurgicaux et une chaise gynécologique faite maison, tous conçus spécifiquement pour infliger de la douleur et dominer ses victimes. Il était parfois aidé par des complices, dont sa petite amie Cindy Handy. Les autorités soupçonnent Ray d'avoir assassiné jusqu'à 60 femmes, comme le prétendent ses complices, mais aucun corps ni aucune preuve concrète n'ont jamais été trouvés pour confirmer ces affirmations. Ray enlevait des femmes et les amenait dans sa caravane, où il les droguait pour s'assurer qu'elles restaient conscientes mais incapables de résister. Il enregistrait des cassettes audio détaillant les tourments qu'il prévoyait d'infliger, qu'il faisait écouter à ses victimes avant le début de leur séance de torture. Ces méthodes étaient brutales et systématiques, conçues pour briser à la fois le corps et l'esprit de ceux qui étaient piégés dans sa caravane. Ray a fini par se faire prendre lorsque l'une de ses victimes, Cynthia Vigil, s'est échappée alors qu'il était au travail, courant nu et enchaîné jusqu'à la maison d'un voisin pour demander de l'aide. Cela a conduit à son arrestation en 1999 et à la découverte de sa chambre de torture. Il est mort d'une crise cardiaque en prison en 2002. En revanche, Cindy Handy a purgé 19 ans de prison pour son rôle avant d'être libérée en 2019. Ensuite, un couple de mariés anglais qui étaient des tueurs en série et conservaient des photos de leurs victimes. Fred et Rosemary West, un couple apparemment ordinaire de Gloucester, en Angleterre, a caché un sombre secret derrière les murs de sa maison. Fred et Rosemary West sont responsables du meurtre d'au moins 12 femmes, dont leur propre fille, entre 1967 et 1987. Leur maison du 25 Cromwell Street, surnommée plus tard la Maison des Horreurs, est devenue le théâtre de leurs crimes brutaux. Toutes les victimes étaient des jeunes femmes. Leur mode opératoire? Fred West, maçon de métier, et sa femme Rosemary attiraient des jeunes femmes vulnérables dans leur maison sous divers prétextes. Une fois à l'intérieur, les victimes étaient soumises à des sévices inimaginables, notamment des tortures physiques et sexuelles, avant d'être tuées. Le couple conservait des souvenirs macabres de leurs crimes, tels que des photographies et des objets personnels de leurs victimes. Leurs crimes ont commencé à être révélés en 1994, lorsque la police a ouvert une enquête à la suite de la disparition de leur fille, Heather West. Une perquisition à leur domicile a conduit à la découverte de restes humains, révélant une série de brutalités s'étalant sur plusieurs décennies. Fred a été arrêté et a avoué plusieurs meurtres, tandis que Rosemary a nié toute implication, mais a également été inculpée. Fred West s'est suicidé en prison en 1995, tandis que Rosemary a été reconnue coupable de 10 meurtres et condamnée à la prison à vie. Tous deux étaient des monstres sadiques. Dans un cas, Fred a violé sa fille de 13 ans. Lorsqu'elle en a parlé à Rosemary, celle-ci lui a répondu « Oh, tu l'as bien cherché. Tu l'avais bien cherché. » Rosemary West, aujourd'hui âgée de 70 ans, est détenue à la prison de Newhall, dans le West Yorkshire. Il s'agit d'un tueur en série considéré comme le plus sinistre des années 70. Dean Curl, plus tard connu sous le nom de Candyman, en raison du commerce de bonbons de sa famille, est responsable d'au moins 28 meurtres, ce qui fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de son époque. Curl attirait ses victimes, souvent avec l'aide de 2 adolescents complices, David Brooks et Elmer Wayne Henley, qui amenaient les garçons chez lui en leur promettant des fêtes, de l'alcool ou de l'argent. Une fois à l'intérieur, les victimes étaient ligotées, torturées et finalement assassinées. Curl a pris des photos de ses captifs, documentant leurs souffrances, qui ont été retrouvées plus tard parmi ses biens. Chacune de ses victimes a été tuée soit par strangulation, soit par balle avec un pistolet de calibre 22. Cette sinistre série de meurtres a pris fin en août 1973, lorsque Henley s'est retourné contre Curl au cours d'une confrontation et l'a abattu.
Plus tard, Henley a conduit la police au domicile de Cole, où elle a découvert des preuves des crimes brutaux, notamment des photos et d'autres effets personnels appartenant aux victimes. La suite de l'enquête a permis de découvrir des cadavres enterrés à divers endroits de Houston. En 1974, Henley a été reconnu coupable de 6 meurtres et a été condamné à 6 peines de prison à vie consécutive. Il est toujours en prison, sa libération conditionnelle lui ayant été refusée à plusieurs reprises. En revanche, Brooks a été reconnu coupable d'un seul meurtre et a été condamné à la prison à vie. Vient ensuite un tueur en série qui, bien qu'il ne soit pas originaire des États-Unis, a commis des crimes tout aussi horribles que les précédents. Louis Garavito. Si quelqu'un est surnommé la Bête, vous pouvez imaginer l'étendue de sa personnalité sadique. Louis Garavito était une véritable bête. Il s'attaquait à de jeunes garçons qu'il attirait en leur promettant de l'argent, des cadeaux ou du travail. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il les enlevait, les soumettait à des tortures et à des sévices inimaginables avant de les tuer. Garavito a méticuleusement documenté ses crimes dans des photographies et des vidéos, capturant la terreur et la souffrance de ses victimes. Ces images troublantes, retrouvées parmi ses affaires, ont constitué des preuves accablantes lors de son procès. Garavito a été arrêté le 22 avril 1999 pour tentative de viol sur une enfant de 12 ans. Il a été tenu en suspens pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il avoue le 28 octobre 1999. Ses aveux comprenaient des détails effrayants sur la façon dont il ligotait, torturait et tuait ses jeunes victimes, prenant souvent des jours pour accomplir ces actes horribles. Entre ses victimes colombiennes et équatoriennes, Garavito aurait assassiné au moins 193 mineurs au total, ce qui fait de lui le tueur en série et l'agresseur d'enfants le plus prolifique de l'histoire moderne. Après un long procès, il a été reconnu coupable et condamné à plus de 1853 années de prison. Garavito est décédé à l'hôpital de Vallée-du-Part le 12 octobre 2023, à l'âge de 66 ans. Il s'agit d'un tueur en série tordu qui se prenait en photo pour revivre ses meurtres. Dennis Rader. Père de famille tranquille et dirigeant d'église le jour, il cachait sa véritable identité, celle d'un des tueurs en série les plus calculateurs de l'histoire des États-Unis. Dennis Rader, connu plus tard sous le nom de BTK Killer, Bind, Torture, Kill, a assassiné 10 personnes entre 1974 et 1991. Les rituels sadiques de Rader allaient bien au-delà de la mort de ses victimes. Après chaque meurtre, il revêtait les vêtements de ses victimes, se ligotait de la même manière qu'il les avait attachées et prenait des photos pour reconstituer et revivre ses crimes. Ces photos, retrouvées parmi ses biens après son arrestation, donnent un aperçu troublant de son esprit tordu et de son obsession pour le contrôle et la domination. Rader a finalement été arrêté en 2005 après avoir envoyé des lettres de raillerie aux médias et à la police, révélant des détails que seul le tueur pouvait connaître. Son arrogance l'a conduit à sa perte lorsqu'il a utilisé un disque d'ordinateur qui a été retracé jusqu'à son église. Arrêté peu après, il a avoué ses crimes avec des détails effrayants, décrivant son approche méthodique de la traque, de la capture et du meurtre de ses victimes. Il a été condamné à 10 peines consécutives de prison à vie, qu'il purge actuellement au centre correctionnel d'Eldorado. Le suivant est un homme d'apparence normale, passionné de photographie, qui a caché pendant des années une facette beaucoup plus sombre. Harvey Glatman. Connu sous le nom de Glamour Girl Slayer, Harvey Murray Glatman attirait les femmes vers leur mort à la fin des années 50, sous couvert d'être un photographe professionnel. Se faisant passer pour un découvreur de talent dans un magazine, il offrait des opportunités de mannequinat à des jeunes femmes en herbe, les convainquant de venir chez lui pour des séances de photos. Une fois seul, Glatman ligotait ses victimes, les photographiait à divers stades d'immobilisation, puis les agressait et les étranglait. Par exemple, voici une photo de l'une de ses victimes avant qu'elle ne soit tuée. Il capturait les moments précédant leur mort dans des photographies obsédantes, qu'il conservait comme des trophées macabres. On pense qu'il a tué au moins 3 femmes, mais il pourrait y en avoir davantage. Glatman a été arrêté en 1958 lorsqu'une victime potentielle a réussi à se défendre et a alerté la police. Lors de son arrestation, les inspecteurs ont trouvé son appareil photo, sa corde et les photos de ses victimes, ce qui constitue une preuve évidente de ses crimes odieux. Il a rapidement avoué les meurtres et n'a montré aucun remords. Glatman a été reconnu coupable et condamné à mort, et il a été exécuté dans la chambre à gaz de la prison d'État de San Quentin en 1959. Il s'agit d'un tueur en série qui n'a pas photographié ses victimes, mais qui a fait des dessins de plusieurs d'entre elles. Samuel Little. Souvent considéré comme le tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis, Samuel Little est un homme dont la vie a été marquée par la violence, le crime et une absence de remords qui fait froid dans le dos. Pendant près de 40 ans, Little a avoué avoir tué 93 femmes entre 1970 et 2005, et ses aveux ont été associés à au moins 60 meurtres confirmés. Sa méthode était horriblement cohérente.
Il attirait ses victimes dans sa voiture en leur promettant des promenades ou de la drogue, utilisant son comportement calme pour gagner leur confiance. Une fois à l'intérieur, il les étranglait à main nue, une méthode dont il pensait qu'elle ne laisserait que peu de traces. Bien qu'il n'ait pas photographié ses victimes, il a méticuleusement dessiné les portraits de nombre d'entre elles de mémoire, en prison. Ces croquis représentaient les femmes telles qu'il se les rappelait dans leurs derniers instants. Ces dessins ont également joué un rôle essentiel dans l'identification de certaines de ses victimes inconnues. Little a été arrêté le 5 septembre 2012 dans un refuge pour sans-abri à Louisville, dans le Kentucky, et extradé vers la Californie pour répondre à une accusation de trafic de stupéfiants, après quoi les autorités ont utilisé des tests ADN pour établir qu'il était impliqué dans les meurtres de l'une de ses nombreuses victimes. Le 25 septembre 2014, Little a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il est décédé le 30 décembre 2020 dans un hôpital du comté de Los Angeles. Le suivant est un tueur en série qui a reçu le surnom de « Monstre des Andes ». Pedro Alonso Lopez. Pedro Alonso Lopez est l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Il aurait tué plus de 300 jeunes filles en Colombie, au Pérou et en Équateur dans les années 70 et au début des années 90. Il entrait dans les petits villages, ciblait les jeunes filles et les attirait au loin. Pendant un certain temps, ces disparitions sont restées dans l'ombre, car la plupart des victimes étaient des enfants des rues ou des communautés indigènes. Mais un jour, un groupe d'Ayachucos a été témoin du quasi-enlèvement d'une fillette de 9 ans et a arrêté Lopez. Au lieu de remettre Lopez aux autorités, la tribu a décidé de rendre une justice brutale. Elle l'a battu, l'a déshabillé et a commencé à l'enterrer vivant. Il serait peut-être mort sur place si un missionnaire américain n'était pas intervenu et n'avait pas convaincu les membres de la tribu de le dénoncer à la police. La police, cependant, ne l'a pas arrêté. Lopez a finalement été capturé en Équateur en 1980, mais il n'a été condamné qu'à une peine de 16 ans. Étonnamment, il a été libéré prématurément en 1994 pour bonne conduite, avant d'être à nouveau arrêté en tant qu'immigrant clandestin et expulsé vers la Colombie, où il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Par un étrange retournement de situation, Pedro Lopez a rapidement été déclaré saint d'esprit et libéré en 1998. Un an plus tard, en 1999, il a disparu sans laisser de traces. C'est la dernière fois qu'on l'a vu ou entendu. Le suivant est un tueur en série qui aimait narguer la police avec des lettres. David Berkowitz. Surnommé le fils de Sam, David Berkowitz a terrorisé la ville de New York à la fin des années 70 avec une série de fusillades qui ont fait 6 morts et d'autres blessés. Employé des postes le jour, Berkowitz chassait la nuit, ciblant les jeunes femmes et les couples, les abattant souvent à l'aide d'un revolver de calibre 44 alors qu'ils étaient assis dans des voitures en stationnement. Pendant sa folie meurtrière, Berkowitz a envoyé des lettres inquiétantes à la police et aux médias, décrivant ses crimes et se moquant de leurs efforts pour l'attraper. Ces lettres, remplies d'étranges références à des démons et à des voix le poussant à tuer, n'ont fait qu'intensifier la peur de la ville. Il prenait également des photos de ses victimes, capturant leurs derniers instants dans une tentative tordue de commémorer ses actes. Berkowitz a finalement été arrêté en 1977 après une chasse à l'homme à l'échelle de la ville. Il a avoué, affirmant qu'il suivait les ordres d'un chien démoniaque appartenant à son voisin. Malgré cette histoire étrange, il a été jugé apte à être jugé et a été condamné à 6 peines de prison à perpétuité. Il est toujours en prison, où il affirme avoir trouvé la religion. La dernière entrée de ma liste concerne un tueur en série qui a fabriqué un costume en peau humaine. Ed Gein. Un nom à jamais associé à l'horreur, Ed Gein était un fossoyeur et un meurtrier qui avait transformé sa petite ferme du Wisconsin en chambre des cauchemars. À l'intérieur, la police a découvert une collection choquante d'objets quotidiens fabriqués à partir de peau et d'os humains. Gein avait transformé des crânes en bols, utilisé de la peau pour créer des abat-jours et même fabriqué une ceinture avec des mamelons humains. Mais sa création la plus troublante était sans doute un costume de peau, complet cousu à partir des corps de femmes qu'il avait exhumés de tombes locales. Gein a avoué avoir tué 2 femmes, mais a reconnu avoir volé des tombes pour alimenter son macabre passe-temps. Il a affirmé qu'il voulait créer un costume de femme pour devenir sa mère décédée, avec laquelle il entretenait une relation tordue et obsessionnelle. Les détails grotesques de ses crimes ont inspiré des films comme Psycho et Massacre à la tronçonneuse. Déclaré fou, Gein a été envoyé dans un établissement psychiatrique plutôt qu'en prison, où il est resté jusqu'à sa mort en 1984. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées.